Vous ne trouvez pas cela étrange qu'à chaque fois qu'un véhicule marin qui porte le nom de Titan ou Titanic connaît une fin tragique ? Vous avez sûrement dû entendre parler du sous-marin Titan qui, en juin 2023, devait emmener une équipe de passionnés de fonds marins en expédition sous-marine pour visiter l'épave du paquebot du tristement célèbre Titanic et qui n'est plus jamais remonté à la surface. Enfin, si, mais pas comme il était prévu. Le petit submersible à visée touristique, exploité par OceanGate et destiné à assurer des visites payantes de l'épave du Titanic, proposait à des clients un voyage hors du commun pour s'approcher le plus possible de l'épave qui a fasciné et qui fascine encore aujourd'hui tout le monde. Pourquoi ? Eh bien, pour s'imaginer le temps de quelques instants la vie qu'il a portée, les moments de joie, de bonheur, mais aussi les dernières heures horribles des passagers avant le naufrage. Si James Cameron en a fait un film de cette tragédie sur fond d'histoire romantique, aujourd'hui nous allons être plus réalistes et vous raconter ce qui s'est réellement passé à bord du plus grand paquebot de l'époque, celui qu'on a prétentieusement nommé le Titanic. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est à la surface des eaux internationales de l'océan Atlantique Nord au large de Terre-Neuve au Canada que les restes de débris de l'épave du Titan, à 500 mètres de celle du Titanic, ont été retrouvés. Au milieu des débris, des restes humains, ceux des 5 occupants du sous-marin. Une découverte macabre qui signe néanmoins la fin de plusieurs longs jours d'interminables et angoissantes recherches. Ce 22 juin 2023, peu avant la découverte, le monde entier était tenu en haleine, accroché à un infime espoir de les voir vivants et que leur destin ne soit pas aussi tragique que les passagers du Titanic. Mais il s'est avéré plus tard que le voyage n'aura duré que quelques minutes. On remonte au 18 juin 2023, où le Titan amorce une descente en direction de l'épave au cours de laquelle une horrible tragédie s'est produite. Celui qui se faisait appeler Cyclops 2 jusqu'en mars 2018 a été réalisé en matériaux composites et en titane. Sa coque en fibre de carbone et en titane résistante à la pression, ou du moins, c'est ce que l'on pensait, a cédé suite à une très grande pression, ce qui a conduit à l'implosion. La pression des eaux de l'océan aura eu raison du petit submersible. Ce qui est certain, c'est que l'implosion a duré quelques millisecondes et par conséquent les passagers sont morts sur le coup. Une mort brutale certes, mais pas douloureuse. En revanche, celle qu'ont connue les passagers du Titanic la nuit du 14 avril 1912 a été terriblement lente et torturante. Même pour les survivants, ces heures ont été les plus atroces de leur vie. Nous allons vous raconter heure par heure ce qui s'est produit. Et même si naturellement vous reverrez les images du film dans votre tête, je vous invite à vous imaginer votre propre scénario selon ce que nous allons vous raconter. Car vous le savez, ce qui se passe au grand écran n'est jamais conforme à 100% à la réalité. Nous vous passerons le départ joyeux du Titanic et toutes les festivités inaugurales qui l'ont accompagné depuis le port de Southampton à New York. Nous vous épargnerons également la sérénité et la belle vie qui s'est furtivement répandue sur tout le paquebot, pour tous les passagers, toutes couches sociales confondues. Nous allons directement à ce fameux instant, cette minute qui est venue tout chambouler, rompre tout d'un coup l'allégresse, l'accalmie et la quiétude dans lesquelles baignait le paquebot. Cette seconde où l'image de l'iceberg a violemment cogné à la rétine du guetteur Frederick Fleet qui commençait à peine sa surveillance avec Reginald Lee dans les nids du puits du Titanic. Il est 23h35, la nuit était inhabituellement calme et c'est sans doute cela qui rendait les icebergs imperceptibles, car dans le cas contraire, on aurait vu les vagues se briser sur eux. Frederick Fleet sonne alors la cloche 3 fois pour alerter du danger et appelle ensuite le pont. Le premier officier, William Murdoch, ordonne au Titanic de se mettre à tribord et d'inverser les moteurs. Il ferme ensuite les portes des compartiments soi-disant étanches. Le Titanic n'arrive malheureusement pas à ralentir sa course et heurte à 23h40 l'iceberg en question à une vitesse de 23,6 miles par heure. La glace gratte le côté droit de la coque sous la ligne de flottaison, éventrant ainsi la coque entre 5 des compartiments étanches adjacents. Peu de temps après, le capitaine Smith arrive sur le pont et apprend la nouvelle. Il est aussi informé que la salle du courrier se remplit d'eau et d'autres rapports arrivent quelques minutes après, faisant eux aussi état d'eau dans au moins 5 des compartiments du navire. Le designer Thomas Andrews évalue les dégâts et observe la vitesse à laquelle les compartiments se remplissent et prédit 1 à 2 heures seulement de vie au paquebot qui a normalement été construit pour rester à flot même avec 4 compartiments inondés. Un compartiment de moins et nous n'en serions pas là. Smith prononce alors ces paroles terrifiantes. Il va sombrer. C'est une certitude mathématique. Nous avons peut-être 2 heures, pas plus. Nous sommes déjà le 15 avril 1912. Il est minuit pile, les passagers se sont retirés dans leur chambre et encore personne n'est au courant de ce qui se passe. On ne veut inquiéter personne au risque de créer la zizanie et une vague de panique à bord.
De leur côté, l'équipage commence à préparer les 20 canots de sauvetage qui n'ont de la place que pour 1178 des plus de 2200 personnes à bord, à peu près la moitié. Peu de temps après, la nouvelle se répand à travers les passagers et ce qui était redouté arriva. Une vague terrifiante de panique pousse tout le monde vers la sortie. Un ordre est ensuite donné aux femmes et aux enfants de monter en premier et aux hommes d'équipage de ramer et de guider les bateaux. Un quart d'heure plus tard, un signal de détresse est lancé, mais le paquebot le plus proche se trouve à 315 km au sud. À bord du bateau, tout le monde court partout, tout le monde crie, tout le monde se jette aveuglément sur les sorties de secours et certains passagers ont déjà l'eau jusqu'au mollet. Les plus chanceux s'empressent de monter dans les canots de sauvetage, pendant que d'autres sont divertis par les fameux musiciens du Titanic, qui jouent d'abord dans le salon de première classe avant de se rendre finalement sur le pont du navire. On ne sait pas quand est-ce qu'ils se sont arrêtés de jouer, mais certaines sources prétendent, comme dans le film, qu'ils ont tenu jusqu'à la fin. Le premier canot abaissé emportera 27 personnes alors qu'il pouvait en accueillir 65. Il en sera de même pour la plupart des premiers canots de sauvetage lancés, par crainte que les bossoirs ne soient pas en mesure de contenir un canot de sauvetage entièrement chargé. En outre, la première fusée de détresse est tirée. On aperçoit un navire à 18,5 km, mais il n'y a aucun moyen de le contacter par télégraphe ou lampe morse. Les roquettes se révèlent quant à elles inefficaces. Il est minuit 55 lorsque le deuxième canot quitte le paquebot, mais pendant qu'il descendait, 2 hommes sautent dessus, blessant l'une des femmes qui s'y trouvait. Le troisième canot à son bord, Molly Brown et Lookout Fleet, est abaissé à son tour. Il est commandé par le quartier-maître Robert Hitchens, la même personne qui était au volant lorsque le Titanic a heurté l'iceberg. Eh oui, sauf qui peut. Ensuite, les autres canots de sauvetage quittent un à un le paquebot avec un nombre bien en deçà du nombre de passagers qu'ils pouvaient accueillir. S'en vont les plus riches, les bourgeois ainsi que des membres de l'équipage qui, éthiquement, devaient rester à bord jusqu'à ce que tous les passagers soient sauvés. L'eau était à ce moment-là déjà au pont E du paquebot. Et au milieu de cette panique générale, plusieurs hommes tentent de monter à bord du numéro 14, obligeant ainsi le 5e officier Harold Lowe à tirer 3 fois avec son arme pour les faire reculer. En mer, les canots déjà partis vont s'arrêter pour transférer des sauvés l'un dans l'autre, afin qu'ils puissent revenir vers le Titanic qui sombrait de plus en plus. Les canots restants quittent à leur tour le navire, avec cette fois des passagers de 3e classe. À un moment donné, un canot manque de peu de se poser sur un autre pendant qu'il s'abaissait. À 1h40, le président du White Star, J. Bruce Ismay, quittera le navire sur le dernier canot et affirmera plus tard qu'il ne restait aucune femme ni aucun enfant à bord. Bien évidemment, d'autres réfuteront cette affirmation et le qualifieront de lâche. À ce stade, vers 2h du matin, la proue du Titanic était suffisamment enfoncée pour que les hélices de la poupe soient clairement visibles au-dessus de l'eau. Accélérons à présent le temps pour passer aux dernières minutes les plus atroces. Sur le Californian, le navire le plus proche du Titanic à ce moment-là, le capitaine Lord était étendu dans la salle des cartes, les bras croisés, refusant que son navire soit emmené dans les glaces. Le Titanic n'avait reçu aucun secours et les seuls canots de sauvetage qui restaient étaient 3 des bateaux pliables A, B et D. Ce dernier est abaissé depuis le toit des quartiers des officiers avec pas moins de 20 personnes à bord. Alors que la proue du Titanic coule, le pliable A est emporté du pont. À son bord, une vingtaine de personnes qui parviennent à monter malgré l'eau qui s'y trouvait. Le capitaine Smith, désespéré et rongé par l'instinct de survie, libère l'équipage en précisant que c'est chacun pour soi. Smith aurait été vu pour la dernière fois sur le pont et son corps ne sera jamais retrouvé. On s'approche désormais du moment fatidique où le Titanic va complètement disparaître sous l'eau de l'Atlantique. Il est 2h10, la nuit est d'un noir épouvantable. Phillips envoie un dernier signal de détresse alors qu'il était dans la salle sans fil, les chevilles couvertes d'eau tentant d'extraire toute l'électricité de son poste sans fil. Mais alors que les membres de l'équipage tentent de libérer le B pliable, celui-ci tombe, et avant de pouvoir être redressé, il est emporté du Titanic. Une trentaine d'hommes trouvent la sécurité sur le canot de sauvetage, toujours renversé, dont l'opérateur sans fil bride et le second officier Lightoller. Ils embarquent au large. En revanche, Phillips n'a pas survécu à cet accident imprévu et son corps a sombré dans l'eau. Il n'a jamais été retrouvé non plus. Sont restés à bord du paquebot, ou du moins de la partie qui n'était toujours pas engloutie, les passagers de 3e classe et qui n'ont pas réussi à trouver place dans les canots. Ils étaient comme des fourmis qui s'élevaient aussi loin qu'elles pouvaient atteindre le sommet. La majorité n'arrivant plus à se battre contre la gravité, lâchaient prise et se laissaient tomber dans la gueule de l'océan, quand à certains mouraient en tombant et en heurtant les rambardes du bateau.
Plus personne ne se trouvait à l'intérieur du bateau, et de dehors on pouvait apercevoir un décor renversé et renversant. Des lustres en cristal du restaurant à la carte pendant un autre angle, toujours aussi lumineux, éclairant les panneaux fauves de noyer français et le tapis couvert de roses. Les musiciens du pont avaient arrêté de jouer et la seule vraie musique que l'on entendait était celle de la vaisselle qui se brisait, des tables et des meubles qui glissaient à travers la pièce et le grognement monstrueux du paquebot qui se faisait engloutir, centimètre par centimètre. Plus que 2 minutes séparaient les passagers restants de la mort. Les lumières du paquebot se sont éteintes, plongeant le navire dans l'obscurité la plus ténébreuse. La proue continue de s'enfoncer et la poupe de s'élever hors de l'eau, exerçant une forte pression sur la section médiane. Le navire cède et se brise en deux entre les 3e et 4e entonnoirs. La section avant se détache et sombre au fond à une vitesse de 48 km/h. La poupe retombe à l'horizontale mais la joie n'est que de courte durée, puisqu'elle va finalement remonter et se remettre à la verticale. Certains passagers se sont audacieusement lancés dans l'eau, mais sont morts instantanément à cause du choc ou de la température glaciale de l'eau. On les voyait sauter de partout, refusant de se laisser avaler par la pression de l'eau. Les rameurs au loin restaient immobiles et tétanisés devant une telle scène. Les lumières de la poupe se sont à leur tour éteintes et on a entendu un bruit, une sorte de rugissement puis un gémissement, et enfin un fracas qui dura quelques poignées de secondes. Ce qui restait du Titanic descendait à son tour pour rejoindre la proue posée alors au fond de l'océan. La poupe a implosé à cause de la pression avant d'atterrir à 6 cm de la proue. Ainsi, le Titanic a coulé dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord avec plus de 1500 passagers et membres d'équipage encore à bord. S'accrochant vainement à la vie, les centaines de personnes rescapées flottaient désespérément dans l'eau glaciale, prenant appui sur des débris, des meubles ou des morceaux de bois cassés. Lorsque les canots ont décidé de revenir les sauver, il était déjà trop tard. La température de l'eau leur avait glacé le sang. Le RMS Carpathia est arrivé quant à lui 1h30 après le naufrage et a secouru les 710 survivants le matin du 15 avril à 9h15. Le navire, le plus grand à flot de l'époque, reste à ce jour l'encre la plus funeste d'un tel paquebot en temps de paix. Maintenant, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.